Salut, deuxième numéro du série animée Ciné Club d'Emilio Maltese, cette fois-ci consacré à un animé, Death Note. Death Note, je vais pas revenir ici en détail sur l'intégralité de ce que c'est, je vais pas vraiment faire une exégèse de la série, etc. Il y a quantité de vidéos qui s'en chargent et qui s'en chargeront beaucoup mieux que moi. Le premier objectif de cette vidéo, c'est de vous convaincre, pour ceux qui la connaissent pas, d'aller foncer dessus, d'aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment une œuvre majeure, vraiment parfaitement bien maîtrisée, avec un scénario béton. Et deuxième objectif, vous convaincre de regarder les œuvres dans leur langue. Là, par définition, puisque ce sont des images qui bougent, tout ce qu'on entend est par nature du doublage. Donc on peut se dire, bon, si c'est un doublage français, un doublage japonais, un doublage anglais, on s'en fout, c'est du... Enfin, y a pas de langue d'origine. Bah moi je dis erreur. Erreur parce que c'est faire fi de l'origine de l'œuvre. Death Note est une série, est un manga, à la base c'est un manga, donc une bande dessinée japonaise, et elle est empreinte de cette culture japonaise. Elle est empreinte de références japonaises, et c'est l'objectif de cet épisode, de vous montrer, en gros, ce qu'on peut apprendre de la culture japonaise et de la langue japonaise à travers une œuvre quand on la regarde en version originale, même si c'est un dessin animé, même si c'est une série d'animation. Bon, Death Note, en deux mots, c'est pas facile de dire en deux mots. Déjà, premièrement, c'est un manga, c'est-à-dire une BD japonaise. Un shonen, c'est-à-dire une BD qui était plutôt destinée à un public adolescent ou jeune adulte, écrit par Oba Tsugumi et dessiné par Obata Takeshi. Pour tout ce qui est prononciation japonaise, tout à l'heure j'utiliserai Google Translate. Alors, ça a donné, donc ça date du début des années 2000, 2003-2006, en BD. Et puis ça a donné lieu à l'adaptation en série en 2006 jusqu'en 2007 sur la NHK. C'est 37 épisodes. C'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, puisque je ne vais pas vraiment parler du manga. Bon, alors le pitch général, comment faire court ? En faisant court, on trahit l'œuvre, hein, mais je vais quand même tenter le coup. C'est un gars qui s'appelle Raito, en version japonaise, un étudiant, donc au tout début il est lycéen. C'est un gars extrêmement doué, il se fait chier comme c'est pas permis, voilà, il se fait chier dans la vie, et à un moment donné, déboule du ciel un cahier noir sur lequel il est marqué Death Note. Il se trouve que, bon, il sait pas du tout sur le cahier, mais dans les premières pages, il y a une explication de ce que c'est que le cahier et comment on l'utilise, et il se trouve qu'en fait, ce cahier, c'est un cahier d'origine divine, il vient du pays des dieux de la mort, les Shinigami, et quand on écrit un nom dans ce cahier, bah la personne va mourir. D'abord d'une crise cardiaque, et puis on peut préciser quantité de choses, etc. C'est extrêmement normé, c'est extrêmement précis, on peut pas tout faire, on peut pas écrire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est c'est un livre de mort. Donc faut retenir ça. Quand on écrit le nom de quelqu'un, bah, cette personne va mourir. Dans des délais plus ou moins brefs, en fonction de ce qu'on aura décidé. Donc au début il y croit pas, et puis après il va vite comprendre que ça fonctionne vraiment, et du coup c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un pouvoir de cette nature-là, le pouvoir de vie, de mort, est-ce qu'on l'utilise ? De quelle façon on l'utilise ? Raito, lui, au début il va simplement l'utiliser pour voir si ça fonctionne, et après il va se dire qu'il a un pouvoir et qu'il a une mission, c'est d'épurer la lie de l'humanité, avec une vision extrêmement, manichéenne de la vie, hein, il y a les bons, les méchants, etc. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir au fur et à mesure à quel point ça va changer la personnalité et la psychologie du personnage, et à quel point on peut pas toucher au pouvoir de la vie et de la mort sans que ça influe quelque chose de particulièrement fort sur ce qu'on est. Et maintenant que j'ai évoqué donc en deux mots le pitch de Death Note, je vais quand même vous montrer pourquoi je préfère la VO japonaise. On va faire un petit test pour vous montrer les différences qu'il y a entre la version française, la version américaine et la version japonaise d'origine. Eh bien, voilà un homme à la hauteur de sa réputation. He proved that Kira... Jin, そして日本にいることまでも証明した。キラ、お前がどんな手段で殺人を行っているのかとても興味がある。Je suis dévoré de curiosité. Mais ça, je le découvrirai une fois que je t'aurai retrouvé et arrêté. Bon, à bientôt, Kira. Really? He's going to sentence me to death? Ça va être intéressant. Pas de problème, Elle, je relève ton défi. Each of them has to hunt down the other without knowing the other's name or face.
Et le premier des deux qui trouvera le nom de l'autre le tuera. やっぱり人間って面白い Elle. Kira, où que tu sois, You're hiding and I will eliminate you. I am... 私が正義だ. Voilà, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et évoquer un peu ce que cette série nous apprend de la langue japonaise, de la culture japonaise. Pour éviter de dire des grosses conneries et de le prononcer de manière vraiment imparfaite, je vais prendre appui sur Google Translate, comme là par exemple. こんにちは。私は日本語の発音に対処します。 Alors quand on évoque le folklore japonais à travers Death Note, la première chose qui vient à l'esprit, je pense, c'est le Shinigami. Alors Shinigami, c'est un mot qui est formé autour de deux kanji, les kanji Shi, qui signifie la mort et le kanji Kami, qui signifie Dieu. Tous les Français en fait connaissent sans le savoir le mot kami à travers celui du mot kamikaze. Alors je viens de le prononcer à la française, kamikaze, mais en fait sa vraie prononciation c'est Kamikaze, qu'on peut traduire par le vent divin. En japonais on retrouve le kanji Shi, dans tous les mots se rapportant à la mort, et notamment dans le mot Shike, la peine capitale. Shinigami signifie donc kami de la mort, ce qu'on peut traduire par une divinité de la mort. Alors en mythologie, c'est ce qu'on appelle une divinité psychopompe. Alors ça n'a rien à voir avec un dieu qui pompe le cerveau, ni avec un Shadok psychologue. Hein. En gros, c'est une divinité qui est un personnage surnaturel, on va dire ça comme ça, et qui est chargé de conduire, de guider les âmes des morts. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité on connaît tous des divinités ou êtres psychopompes. Par exemple, on peut citer le personnage de l'Ankou dans la mythologie celte, que l'on retrouve dans le folklore breton, le dieu Odin dans la mythologie scandinave, ou encore les Valkyries. Mercure, dans la mythologie romaine aussi, c'est qui est chargé notamment de conduire les âmes en enfer, ou alors Azraël, non, c'est pas le chat de Gargamel, hein. C'est l'ange de la mort dans certaines traditions hébraïques et dans la mythologie musulmane. Les archanges Gabriel aussi et Michel, ce que l'on retrouve dans la Torah, le Nouveau Testament et dans le Coran, sous les noms de Djibril pour Gabriel et Michael pour Michel. Thanatos, Morphée et Hermès dans la mythologie grecque sont également des divinités psychopompes, ou encore Net, Horus et Anubis dans la mythologie égyptienne. À l'époque médiévale apparaît également l'allégorie de la faucheuse, hein, qui est toujours utilisée de nos jours et qui est là aussi un personnage psychopompe. Toutes ces divinités ou ces personnages psychopompes ont la particularité d'être singuliers et d'être bien définis. La faucheuse, tout le monde s'en fait à peu près une idée. Et c'est pareil grosso modo pour toutes les autres représentations qu'on vient d'évoquer là. Par contre, les Shinigami, on va même dire au-delà de leur apparence, hein, leur rôle même, leur façon d'agir, ça reste assez flou dans la mythologie japonaise, hein, de ce que j'ai compris. Pour être clair, il n'y a pas de définition limpide de ce que c'est qu'un Shinigami, si ce n'est que ce sont des êtres qui ont un lien très net avec l'au-delà et avec le monde des morts, le royaume des morts. Ce qui offre du coup une multitude de possibilités d'interprétation et de représentation. Par exemple, dans le manga et l'anime Bleach, Rukia Kushiki est un Shinigami à l'apparence humaine. C'est également le cas dans le manga et l'anime Fairy Tail. Dans Naruto, en revanche, les Shinigami est représenté sous des traits qui font davantage penser à un diable. Dans Death Note, les Shinigami, puisqu'il y en a plusieurs, sont différents entre eux. Death Note introduit une mythologie des Shinigami qui lui est propre. On apprend ainsi qu'ils résident dans un royaume situé dans un au-delà et administré par un roi. On apprend que l'organisme des Shinigami a évolué au cours du temps et qu'ils peuvent se dispenser de manger. Cependant, certains, comme c'est le cas du Shinigami principal du manga et de la série, Ryoku, expliquent que les Shinigami mangent des pommes. Ryoku a même un rapport relativement ambigu avec les pommes du monde terrestre, qui sont juteuses et savoureuses, sans commune mesure avec les pommes du royaume des Shinigami qui ont une texture sableuse et particulièrement fade. Ryuko semble accro aux pommes terrestres et ressent même des effets de manque lorsqu'il en est privé. Dans Death Note, les Shinigami ont pour mission, lorsqu'ils estiment leur temps venu, d'inscrire le nom d'un être humain sur le carnet. C'est le fameux Death Note, le carnet de la mort. Les Shinigami disposent en effet du pouvoir de connaître l'espérance de vie de chaque être humain, en tout cas dans la version qui est évoquée dans Death Note. Et à chaque fois qu'ils inscrivent le nom d'un être humain sur leur Death Note, avant que cette espérance de vie soit épuisée, alors ils récupèrent dans leur propre espérance de vie le temps qui est récolté de cette façon-là. C'est ainsi que les Shinigami survivent et sont donc potentiellement immortels, en récupérant cette partie-là de la vie des humains. Mais s'ils sont invincibles, dans le sens qu'aucune arme ni aucun acte d'un être humain ou d'un autre Shinigami peuvent les tuer directement, les Shinigami de Death Note peuvent tout de même potentiellement mourir. D'une part, il est probable qu'ils finissent par épuiser leur espérance de vie s'ils cessent de noter des noms dans leur Death Note. Mais surtout, ils peuvent mourir d'une façon extrêmement poétique, en tombant amoureux d'un être humain. Ou plus exactement, en agissant positivement pour un être humain de façon à ce qu'il ne meure pas lorsqu'il est censé mourir. Le Shinigami qui agit de cette façon se transforme alors en un mélange de sable et de rouille.
Alors une autre chose aussi qu'on pourrait retenir en regardant Death Note en japonais, comme on pourrait regarder une autre série en japonais, c'est qu'on apprend du coup à savoir comment on s'adresse à quelqu'un dans cette langue, et c'est quand même très différent de la façon dont on s'adresse à quelqu'un en français par exemple, ou en anglais. Ce qui est commun avec l'anglais et le japonais, c'est qu'il n'y a pas de vouvoiement, il n'y a pas de tutoiement et de vouvoiement, il n'y a pas un mot pour dire tu, il n'y a pas un mot pour dire vous. C'est comme ça dans quand même beaucoup de langues, le français est un peu à part de ce point de vue-là. Alors pour changer la façon dont on s'adresse à quelqu'un en fonction de son degré de connaissance de la personne, ou du respect qu'on souhaite lui témoigner, le japonais utilise des suffixes. Ces suffixes sont quand même bien connus à partir du moment où on entend la langue japonaise, et quand on regarde Death Note en version originale, on peut donc se familiariser avec l'emploi de ces suffixes. D'autant plus que dans la traduction amateur qu'on peut avoir, apparaissent parfois des petites indications pour mieux comprendre ces suffixes. Pour être clair, on va passer en revue les 4 principaux suffixes qui sont sama, san, kun et shan. Bon là, je vais pas utiliser Google Translate parce que c'est quand même relativement facile à prononcer. Alors le suffixe sama est employé pour s'adresser à quelqu'un en s'appuyant sur le respect qu'on lui doit. Attention tout de même à pas employer sama n'importe comment, parce que c'est un suffixe qui indique un très haut degré de respect. Par exemple, si on utilise sama pour son supérieur hiérarchique direct, par exemple, c'est trop, parce que c'est un suffixe trop solennel. En revanche, si on parle au big boss de la société, là il faut utiliser sama. Pourtant dans Death Note, on entend le suffixe sama lorsque Matsuda s'adresse à Takada, alors qu'elle n'est ni sa big boss, ni une personne d'un rang social très supérieur. Matsuda s'adresse ainsi à Takada parce que sama est également utilisé lorsqu'on s'adresse à quelqu'un pour qui on a de l'admiration. C'est donc une façon très élégante de complimenter quelqu'un en lui démontrant que on a non seulement du respect pour cette personne, mais également qu'on a une certaine dose d'admiration. De ce point de vue, sama, c'est largement utilisé lorsqu'on s'adresse à un artiste ou à une personne publique, comme c'est précisément le cas pour Takada. Le suffixe san est le suffixe de politesse le plus neutre, et c'est donc celui qu'on emploie le plus. Il correspond à une autre personne de politesse, vous. On l'emploie pour parler à son chef direct, c'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît bien, ou inversement une personne que l'on connaît pas intimement, mais à qui on souhaite témoigner son respect. Le suffixe kun est presque exclusivement destiné à un jeune homme. On utilise kun lorsqu'on s'adresse à un garçon plus jeune ou du même âge que nous. Kun s'utilise aussi quand on a une connexion avec la personne, quand on la connaît bien, quand c'est un ami, quoi. Kun est donc l'équivalent du tu entre deux hommes, ou entre un homme et un jeune homme moins âgé, entre deux amis masculins, ou entre une jeune femme ou une femme et un jeune homme. C'est le suffixe utilisé systématiquement lorsqu'on est amis. Voilà pourquoi Matsuda l'utilise lorsqu'il parle à Raito, ou pourquoi Ryosaki et Raito l'utilisent entre eux. C'est également le cas entre Matsuda et Raito. Le suffixe chan est l'équivalent du kun pour une fille, mais sexisme séculaire oblige, c'est également le suffixe que l'on utilisera pour s'adresser à un enfant. J'ai d'ailleurs lu quelque part que chan proviendrait en fait du san, mal prononcé par les enfants japonais, qui ont une tendance à avoir du mal à prononcer le son S et du coup à les changer en ch. Bon, aucune idée de savoir si c'est vrai ou pas, mais bon, c'est une explication potentielle. Dans les animés, on retrouve chan le plus souvent quand un homme ou un garçon s'adresse à une femme ou à une jeune fille plus jeune ou du même âge qu'il connaît. Ou alors que deux femmes ou jeunes filles se parlent entre elles. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'amis. Dans Death Note, on retrouve le suffixe chan lorsque des personnages s'adressent à Misa par exemple. Dans le cas de Raito, dont Misa est amoureuse, l'utilisation de chan révèle encore une strate supplémentaire, parce que dans le cas d'un garçon qui a une relation amoureuse avec une fille, chan peut avoir une forte connotation du genre ma puce, ma chérie. Ah, Misa-chan. Ces 4 suffixes sont les plus utilisés, mais on retrouve également d'autres mots utilisés spécifiquement pour s'adresser à une personne en particulier. Par exemple, Oni-san, qui est utilisé pour s'adresser à un grand frère, ou Senpai, qui est utilisé quand on s'adresse à quelqu'un qui a plus d'expérience que soi dans un certain domaine. À l'origine, ce mot, qui peut aussi être un suffixe, est utilisé pour désigner un élève avancé, en opposition au kohai, qui est l'élève débutant. C'est donc pas une relation de maître à apprenti, mais plutôt un respect envers quelqu'un qui est toujours en apprentissage, mais qui a davantage d'expérience. Un kohai peut d'ailleurs être plus âgé qu'un senpai. Ce rapport n'est donc pas lié à la différence d'âge, mais bien au degré d'expérience. Et quand une relation évolue, logiquement l'utilisation de ces suffixes évolue aussi. Voire ils peuvent carrément disparaître. Par exemple, lorsqu'on est vraiment intime avec quelqu'un, il n'y a plus d'enjeu de niveau hiérarchique ou d'obligation de témoigner son respect, alors on s'adressera directement à la personne en n'utilisant que son prénom. Inversement, si on s'adresse à quelqu'un en n'utilisant que son prénom, et en sautant donc des étapes, là ça devient franchement impoli.
C'est ce qui s'est passé entre Ryosaki et Matsuda, quand Ryosaki passe du Matsuda-san à Matsuda. Le fait de s'adresser à Matsuda en n'utilisant que son prénom montre que Ryosaki est en colère contre lui. Alors l'influence de l'américain dans la langue japonaise, c'est le dernier sujet que j'aimerais évoquer par rapport à ce qu'on peut apprendre de la culture japonaise et de la langue japonaise à travers une série comme Death Note, pour le peu qu'on la regarde en VO encore une fois. C'est que, comme dans beaucoup de pays, le Japon connaît une forte influence de la culture américaine à travers l'utilisation, par exemple, de mots anglo-américains dans la langue japonaise. Mais là où certaines langues se contentent d'introduire tels quels ces mots, le japonais, lui, se réapproprie ces mots en les japonisant. Il y a plusieurs explications à ça. D'abord, et même si ça peut paraître surprenant, aucune loi, aucun décret ni arrêté impérial n'indique que le japonais est la langue officielle du Japon. Ça s'explique par le fait qu'il n'y a presque pas de langue minoritaire au Japon. Contrairement par exemple à la France avec le basque, le corse, le breton, l'occitan, l'alsacien ou le picard. Et donc, il n'y a jamais eu réellement besoin de préciser ce que tout le monde savait, le japonais est bien la langue d'État de facto. Ensuite, le Japon a une relation particulière avec l'anglais, et plus particulièrement avec l'anglais américain. En premier lieu, et même si les Japonais des années 2010 ne s'en souviennent peut-être plus, faut quand même pas oublier que le Japon il a été physiquement occupé par les USA de 45 jusqu'à 52. En 45, juste après la capitulation de l'Empire japonais qui était allié à Hitler au sein de l'axe Rome-Berlin-Tokyo, jusqu'à donc septembre 52 avec le traité de San Francisco. Je pense qu'il est quand même difficile de s'imaginer l'impact que ça a eu en profondeur sur le peuple japonais, parce que il faut bien se souvenir que la propagande impériale avait particulièrement chargé la barque, en désignant systématiquement les Américains comme des diables, des démons, c'est des mots très forts en japonais, et notamment des démons noirs, ce qui était quand même particulièrement exotique et inédit au Japon, et se rendre compte qu'au final, ils étaient quand même pas si différents des Japonais, ça a dû être quelque chose d'assez intense. L'anglais américain s'est donc installé pendant près d'une dizaine d'années directement sur le sol japonais, et forcément ça a laissé des traces. Et puis il y a eu un boom économique japonais, notamment dans la haute technologie, qui a fait du Japon un très très gros exportateur, entraînant donc de grosses discussions économiques. Par pragmatisme, les Japonais ont constaté que l'anglais américain dominait le monde des affaires et s'en sont donc emparés. Par capillarité, dû à l'influence grandissante des gens de l'entertainment américain, les jeunes japonais se sont, au cours du temps, approprié largement la langue américaine jusqu'à former une langue parallèle, c'est ce qu'on appelle le japlish, ce qui est aujourd'hui omniprésent au Japon. C'est ce qui explique pourquoi le japonais courant est saturé de mots anglais réappropriés par la langue japonaise. Mais comme il s'agit de langues très différentes, avec des sons parfois différents, le japlish a tendance à transformer l'anglais américain, on pourrait même dire à le japoniser. Et on retrouve cette tendance dans le Death Note, à commencer par le mot Kira. Kira, ça vient directement du mot killer en anglais. Mais phonétiquement, ça a été japonisé en Kirer, pour enfin aboutir au japlish Kira. 殺し屋という意味のキラーから来ているらしい。それは少し気に入らないが、僕はもう世界的にこのキラになっている。On retrouve aussi un exemple de japlish quand Misa donne à Raito le surnom de Naito en lui disant qu'il est son chevalier. Alors là, on peut encore voir le cheminement, on prend le mot anglais knight pour le transformer en Naito. Enfin, on peut aussi entendre des mots anglais tels quels, avec disons une certaine dose d'accent japonais, comme quand la petite sœur de Raito prononce les mots thank you. 気分転換に。ラッキーお兄ちゃんサンキュー Voilà, je me suis attardé sur ces trois grands thèmes, mais il y aurait beaucoup de choses à dire qui transpirent de Death Note par rapport à la culture japonaise. Je pense par exemple au rapport aux femmes. La culture japonaise est quand même une culture extrêmement patriarcale et ça se ressent quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ah oui, tout simplement qu'à un moment donné, on voit le personnage de Elle mettre beaucoup de sucre dans son café ou prendre des glaces, lécher une glace encornée. Alors ça, il faut savoir que c'est particulièrement tabou au Japon. Lécher une glace en public, ça se fait pas du tout. Et le rapport au sucre est pas le même. Les goûters, par exemple, sucrés, c'est quelque chose de très récent dans la culture japonaise. Enfin, je crois pas dire de bêtises en disant ça. Il y a beaucoup de choses qui transpirent à travers Death Note, mais je peux pas vraiment tout évoquer là. En tout cas, je recommande vraiment de regarder cette série et qui en dit long aussi sur la corruption de l'âme quand on bascule du côté obscur, d'une certaine façon. Voilà. Allez, je vous quitte là-dessus et on verra bien s'il y aura un 3e numéro du série animée Ciné Club d'Emilio Maltese. Allez, au revoir tout le monde.